Bienvenue à tous et merci du coup pour votre intérêt là, pour ce nouveau webinaire donc, sur les fonctions d'optimisation multicritères d'Amapola. Je vais présenter ce webinaire là avec Maxime Bromillard de Coquelicot. Voilà, peut-être pour commencer, merci Maxime. Un petit point, donc bon, certains ont participé hier, donc vous voyez déjà un peu l'idée, mais un petit point un peu d'organisation et de déroulement de ce webinaire. Donc, l'idée du webinaire, c'est d'abord de vous faire connaître un peu la fonctionnalité, son contexte un peu d'utilisation, qu'est-ce qui se cache derrière en fait le bouton lancer le calcul quand vous allez lancer le calcul pour cette partie-là d'optimisation. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais demandé à Maxime Robillard là, de Coquelicot d'être là pour pouvoir vous parler un petit peu de ce qu'il y a derrière dans les algorithmes. Donc voilà, on va commencer par ça, par cette petite présentation PowerPoint sur ce sujet-là. Ensuite, il y a une partie démo, donc où je vous montrerai, moi, du coup, sur l'interface, dans Pléiade, du coup, comment cette fonctionnalité d'optimisation automatique a été implémentée et comment on s'en sert, alors de manière basique, hein, on n'ira pas au bout de tout ce qu'on peut faire avec, mais voilà, bon, pour vous montrer globalement comment ça se passe. J'essaierai de vous le mettre en illustration à partir d'une étude qu'on a faite au bureau, enfin qu'on a refaite exactement avec Amapola au bureau. Et puis, on prendra un petit peu de temps à la fin pour échanger, pour discuter du coup sur tout ça. Donc, on prendra vos questions à la fin. Vous pouvez aussi poser des questions au fur et à mesure dans le chat. Moi ou Maxime y répondront au fur et à mesure. Voilà, pendant que l'un intervient, l'autre pourra répondre aux questions. De toute façon, on fait à la fin, pendant le temps d'échange, un petit bilan des questions posées et on les remontera, du coup, on les repartagera à tous. Donc, pour ceux qui suivent, voilà, ne vous inquiétez pas si vous ne suivez pas toutes les questions sur le chat, on tâchera d'y revenir à la fin. Et dans tous les cas, on fait un bilan après, à l'issue du webinaire, on fait un bilan des questions-réponses et on vous les enverra par mail. Voilà, donc on a 1 heure pour tout ça, hein, je dirais. Normalement, c'est à peu près 20 minutes de présentation, 20 minutes de démo et 20 minutes de questions. C'est le déroulement théorique. Voilà, je peux dire un petit mot pour me présenter du coup. Hein, merci Maxime. Donc moi, je suis Eduardo Serodio, je travaille chez Izuba Energy, je suis co-gérant et ingénieur énergéticien. Donc je m'occupe d'études énergie et dernièrement, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui concernait l'ACV et la préparation de la future réglementation environnementale Euro 2020. Voilà. Merci Eduardo, bonjour à tous. Moi, c'est Maxime Robillard, cofondateur de Coquelicot. Alors, une rapide présentation de Coquelicot, on est une start-up issue de la recherche de l'École des Mines de Paris, spécialisée sur la simulation énergétique des bâtiments et le croisement de la simulation avec la mesure. Et donc, à partir de là, on fournit différents services. Dont le principal est un service innovant de répartition des frais de chauffage. Et également, en fait, on développe le module Amapola en collaboration avec Izuba Energy. Alors, je vais vous faire une rapide présentation de ce qui se cache derrière Amapola pour l'optimisation. Alors, tout d'abord, Amapola, c'est un plugin Pléiade qui permet de répondre à 2 fonctionnalités principales. C'est d'une part répondre à la question de garantie de performance énergétique, c'était l'objet de séminaire d'hier. Et aujourd'hui, en fait, on va parler de la deuxième fonctionnalité qui concerne l'optimisation automatique des paramètres de conception. Alors, l'idée derrière d'Amapola, Amapola est un outil pour l'optimisation. Amapola pour l'optimisation est un outil d'aide à la décision pour la conception des bâtiments. Cet outil permet de répondre à différentes questions soulevées lors de la phase de conception. Par exemple, jusqu'où faut-il investir dans l'enveloppe et à partir de quand il devient plus intéressant d'améliorer les systèmes ou d'augmenter la production d'ENR, tout en derrière, à chaque fois, cherchant à minimiser le coût et aussi également l'impact environnemental du bâtiment. Donc, Amapola pour l'optimisation permet d'une part d'explorer une vaste palette de variantes de conception dans un temps limité et aussi d'optimiser la performance du bâtiment selon une approche multicritère. Et c'est ça l'aspect important, c'est l'approche multicritère. Alors, Amapola va permettre de tester une multitude de combinaisons possibles entre des systèmes constructifs, des niveaux d'isolation, des tailles et types de menuiserie, des protections solaires ou encore des systèmes CVC.
Alors, on peut vite arriver, lorsqu'on fait toutes ces combinaisons, à des centaines de milliers de combinaisons possibles. Et l'intérêt derrière du module AmaPola, c'est d'éviter de calculer l'ensemble de ces combinaisons, mais de trouver, grâce à un algorithme d'optimisation, en quelques centaines de calculs, les solutions optimales qui répondent à votre problème d'optimisation et le problème de conception. Alors, dans une approche multicritère, AmaPola permet de trouver les meilleurs compromis entre coût d'investissement, consommation, mais également coût d'exploitation, impact environnemental ou encore confort, ou encore des niveaux réglementaires attendus. Alors, concrètement, AmaPola va permettre de trouver les meilleures variantes de conception pour répondre à votre problème d'optimisation. Et ce problème d'optimisation se caractérise d'une part par la définition d'objectifs qu'on souhaite optimiser et souvent minimiser, et sachant que ces objectifs peuvent être de nature contradictoire, comme par exemple minimiser d'une part l'investissement et d'autre part, mais également les consommations. Et d'autre part, le problème d'optimisation se caractérise aussi par la définition de contraintes, comme par exemple, on espère respecter des labels ou des contraintes réglementaires, donc c'est-à-dire toutes les solutions de mon problème d'optimisation devront respecter telle ou telle contrainte que j'ai définie en amont. Alors, dès qu'on est dans un problème d'optimisation multicritère, sa résolution amène comme résultat un ensemble de solutions, qu'on appelle les solutions non dominées, au sens de Pareto. Alors, contrairement à une optimisation multicritère, où là, finalement, on aura juste une solution unique lorsqu'on va résoudre le problème d'optimisation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une solution non dominée? Ça correspond tout simplement à une solution du problème de dominée. C'est-à-dire toutes les solutions qui seraient meilleures qu'une solution en particulier sur un ou plusieurs critères seront forcément plus mauvaises qu'elle sur au moins un autre critère. Et donc, on appelle l'ensemble de ces solutions non dominées d'un problème multicritère ce qu'on appelle un front Pareto. Et donc, par exemple, sur la figure que je présente, on a un problème d'optimisation avec deux objectifs. Et d'une part, on souhaite optimiser les consommations, donc en ordonnée, et optimiser aussi les investissements, on a 6. Et en fait, chaque point représente une variante de conception. Et en particulier, on voit ici, le front de Pareto, en fait, il est présenté sous la courbe violette avec les points bleus. Donc, on peut constater, par exemple, que les points orange, qui représentent aussi d'autres variantes de conception, ne sont pas des solutions optimales de nos problèmes d'optimisation, parce qu'on va être capable de trouver des solutions qui sont à la fois moins chères et qui consomment moins d'énergie que les solutions qui se trouvent sur le front de Pareto. Par contre, les solutions A et B, elles, appartiennent à ce front de Pareto, donc c'est des solutions non dominées, donc des solutions optimales de nos problèmes d'optimisation. On peut le voir assez facilement, par exemple sur la variante B. On constate que cette variante B, elle est meilleure sur le critère consommation que la variante A. Elle consomme moins d'énergie que la variante A. Par contre, elle est moins bonne sur le critère investissement, où là, finalement, son coût est supérieur à la variante A. Donc voilà un peu comment peut se présenter les solutions du problème d'optimisation lorsqu'on se concentre sur un problème d'optimisation à deux objectifs. Alors, l'algorithme d'optimisation qui est utilisé pour trouver ces solutions optimales repose sur l'utilisation d'un algorithme génétique. Alors, les algorithmes génétiques correspondent à ce qu'on appelle une transposition informatique simplifiée de la théorie de l'évolution de Darwin. Donc, le principe vraiment général est d'imiter la capacité d'une population d'organismes vivants à s'adapter à son milieu par le biais de mécanismes d'héritage et de mutation génétique et sous une pression de sélection. Donc, concrètement, dans le cas du domaine du bâtiment, un bâtiment va être représenté par un chromosome où chaque gène correspond à une de ses caractéristiques. Comme par exemple, le premier gène pourra correspondre à l'épaisseur d'isolation des murs, un deuxième gène pourra correspondre à la surface vitrée par façade, ou encore un dernier gène pourra correspondre à un nombre de panneaux photovoltaïques dans mon bâtiment. Et ensuite, pour chaque gène, différentes allèles seront définies qui vont représenter en fait, les différents états de cette caractéristique. Par exemple, si on reprend le gène d'épaisseur d'isolation des murs, les allèles vont prendre les valeurs de 10 cm, 15 cm, 20 cm d'épaisseur pour l'isolation des murs. Donc, voilà un peu la représentation dans le cadre d'une situation génétique d'un bâtiment et d'une variante de conception. Et ensuite, comment fonctionne concrètement cet algorithme génétique? En fait, le schéma générationnel de fonctionnement repose globalement sur une boucle générationnelle. Donc, comment ça fonctionne? C'est-à-dire à partir d'une population initiale qui est aléatoirement générée, un certain nombre d'individus seront sélectionnés d'après leur performance pour avoir le droit de se reproduire. Et ce sont ce qu'on appelle les individus parents qui vont permettre de générer, par des mécanismes de croisement et de mutation génétique, des individus dits enfants. Et ensuite, les performances des enfants vont être évaluées, ce qui va en fait ensuite permettre d'opérer ce qu'on appelle une sélection, ce qu'on appelle une sélection élitiste, entre les parents et les enfants, pour générer la population de la génération suivante. C'est-à-dire on aura une population d'enfants, une population de parents, et on va avoir finalement
dans l'ensemble de ces deux populations, quels sont les individus les plus performants pour générer la génération suivante. Et ensuite, la boucle générationnelle va se poursuivre, génération par génération, et elle va s'arrêter jusqu'à ce qu'un critère d'arrêt soit respecté. Et donc, souvent, ce critère d'arrêt, c'est un nombre de générations donné a priori. Typiquement, on va dire, au bout de 10 générations, j'estime que mon algorithme aura grande chance d'avoir convergé, donc je vais pouvoir arrêter les calculs parce que le fait de faire des calculs supplémentaires ne va pas réellement améliorer les résultats de l'optimisation. Alors, quand on réalise quand on met en œuvre cette optimisation, une optimisation à deux objectifs, on obtient ce genre de résultat. Donc, finalement, ici, c'est un exemple où, par rapport à une norme de base, on voulait la rénover. Donc, on a deux fonctions objectifs. D'une part, optimiser les consommations et d'autre part, minimiser l'investissement. Et donc, on obtient à la fin de ce calcul, grâce à notre lab, ce qu'on appelle le front de Pareto. Donc, ça va permettre au concepteur de disposer d'un ensemble de meilleurs compromis du problème d'optimisation posé. Et sur cette base, il va être possible de faire des arbitrages pour choisir finalement la solution la plus adaptée aux besoins, aux contraintes du concepteur. Donc, par exemple, s'il est possible de se fixer un budget maximal, de dire finalement ici, moi, je ne vais investir pas plus de 400 000 euros, et de voir finalement, pour ce budget maximal, quelle est la solution non dominée la plus performante respectant ce budget. Et donc voir finalement avec quelle performance je vais pouvoir atteindre pour un budget donné. Une autre possibilité intéressante d'exploiter les résultats d'optimisation, c'est d'analyser en fait un peu l'évolution des caractéristiques d'une extrémité à l'autre du fond. Par exemple, ici, si on s'intéresse aux menuiseries, cette analyse va nous permettre d'identifier l'ordre le plus efficient des menuiseries installées pour tendre vers une diminution des consommations de chauffage. Donc, par exemple, on voit que finalement, pour un premier investissement le plus faible, on a du double vitrage partout, et plus on va pouvoir investir, on va voir apparaître des fenêtres en triple vitrage ou ensuite des fenêtres Paris. Donc ça me permet d'avoir un peu cet ordre, cette hiérarchie des mesures à mettre en œuvre pour chaque euro investi. Et ensuite, une dernière possibilité intéressante d'exploiter les résultats d'optimisation, en fait, c'est d'analyser statistiquement les caractéristiques du front et de voir finalement s'il y a des grandes tendances qui peuvent être identifiées. Par exemple, on peut constater l'existence de solutions privilégiées, c'est-à-dire sur l'ensemble des solutions du front, un grand nombre de solutions vont présenter les mêmes caractéristiques. Par exemple, on va constater que finalement, sur l'ensemble de front de Pareto, qui est constitué de 40 variantes de conception, plus de 80% de ces variantes de conception présentent un système de ventilation double flux. On va finalement se dire, finalement, c'est une solution privilégiée, et de dire, finalement, ça, c'est une caractéristique des variantes de conception qui serait intéressant de garder. Alors, il existe ensuite d'autres graphiques, coordonnées parallèles. Je pense qu'Eduardo le présentera lors de la démonstration. Ce sera plus simple de comprendre facilement ce graphe avec des visuels. Voilà un peu l'idée un peu générale d'Amapola pour l'optimisation. Donc l'idée, c'est derrière de dire finalement, au lieu de, lorsqu'on veut tester différentes combinaisons de variantes de conception, on peut vite arriver à des millions de combinatoires, à plus d'1 million de simulations. Et l'intérêt de cet algorithme, c'est de faire en quelques centaines de simulations, trouver en fait quelles sont les solutions optimales à votre problème d'optimisation que vous pouvez poser, sachant que vous pouvez poser en fait choisir de manière assez libre les différents objectifs où c'était minimisé et les différentes contraintes où c'était respecté. Voilà, je te laisse la parole, Eduardo, pour faire la démonstration. Ok. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Ici, écran 2. C'est bon pour le partage d'écran? Oui. Alors, pour illustrer ça, du coup, merci donc pour ces éléments un peu de compréhension du modèle de l'algorithme qui se cache derrière tout ça. Pour l'illustrer, du coup, je suis reparti d'un projet. Alors, cette fois-ci, c'est une petite maison là qu'on a. Enfin, ce sont des maisons en bande en fait qu'on a étudiées au bureau d'études il y a quelques années en fait quand j'ai regardé. J'ai retrouvé la trace un peu des études. C'était des études qu'on avait fait initialement en 2013-2014. Donc un petit habitat, alors je trouve que c'est un habitat participatif, là, juste à côté de nos bureaux à Fabrègues, avec 8 logements en bande sur lesquels on avait fait toute une série de simulations, à la fois donc en STD. Vous voyez, ça a été zoné du coup en STD, voilà,
une quinzaine de zones. En gros, on a séparé chaque appartement, enfin chaque logement en une zone jour, une zone nuit. Et puis, on avait également mené l'étude complète réglementaire, alors selon la RT 2012 à l'époque, avec le découpage traditionnel bâtiment zone groupe. Voilà. Et donc, sur ce projet-là, on parlait d'optimisation multicritère. Hein, c'est un mot compliqué pour quelque chose qu'en fait on pratique quotidiennement dans les bureaux d'études. Je vous ai je vous ai remontré le rapport d'études qu'on avait, enfin un extrait du rapport d'études qu'on avait remis à l'époque. Euh, on avait comparé, par exemple, sur l'enveloppe, on avait comparé voilà, différents types de constructions. Une maçonnerie, un mur type monomur, qu'on avait comparé avec une autre brique, c'était de la Cogeterm, c'était une piste qu'avait exploré l'architecte et la maîtrise d'ouvrage. On avait comparé ça avec une brique classique isolée par l'intérieur, un peu performante isolée par l'intérieur, avec un mur plus maçonnerie isolé par l'extérieur. Il y avait aussi des parties de la construction, notamment sur les étages, là, qui étaient en ossature bois, qui étaient en ossature légère. Voilà, l'architecte avait introduit ce mode constructif aussi. Et donc, toutes ces analyses-là, on les a faites, nous, sur la STD, en termes de nombre d'heures d'inconfort. Vous voyez, ça, c'est voilà, un petit graphique qu'on avait sorti à l'époque pour analyser le confort d'été. On l'avait analysé sur les besoins de chauffage. Hein, donc, vous voyez, deuxième critère, besoin de chauffage. On l'avait analysé, bien sûr, sur la conformité réglementaire. Alors là, la conformité réglementaire, elle avait été regardée aussi, non plus seulement sur l'enveloppe, mais aussi sur le système énergétique. C'est-à-dire il y avait une solution un peu initiale qui était d'avoir un poêle à granulés dans chaque appartement avec un chauffe-eau thermodynamique. Et puis, on avait testé la même chose avec un chauffe-eau solaire. On avait aussi imaginé d'avoir un chauffe-eau solaire partagé pour deux logements. Voilà, comment on était dans l'habitat participatif, il y avait cette idée de partage éventuel ou de mutualisation intéressante à creuser. Éventuellement sur du gaz aussi, une installation commune en fait avec une chaudière gaz à condensation pour l'ensemble des, des 8 logements. Donc, vous voyez, on avait étudié ça. Pour le coup, sur les critères, là, on avait coût, consommation d'énergie conventionnelle, donc vraiment conformité réglementaire et coût moyen de chauffage de CS par an, voilà, un coût d'exploitation. On avait aussi étudié, comme c'est souvent le cas, combien ça coûte. Voilà, donc on avait été regarder à combien était l'investissement de telle ou telle solution. Donc vous voyez, ça c'était juste pour vous dire, l'analyse multicritère, en fait, c'est assez courant, quoi. C'est-à-dire que c'est généralement les questions qu'on nous pose quand on cherche à faire quand on fait notre métier en fait de thermicien sur un projet, on va toujours nous demander quelle est la bonne solution en termes de coût, en termes d'investissement, en termes de confort d'été, etc., etc. Et donc ça, on l'avait fait à l'époque avec Pléiade, à la main, quoi. C'est-à-dire qu'on avait fait ça, vous voyez, avec un nombre certain. Je pense que ceux qui pratiquent Pléiade sont habitués à ça. Vous allez vous retrouver avec toute une série de variantes que vous allez tester différentes choses. Voilà, je change de mode constructif, je change de système énergétique. Ici, ouais, on trouve les poêles, on trouve la variante gaz, etc. Voilà. Tout ça a été étudié un peu à la main dans Pléiade, et donc il faut faire une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine de variantes pour y arriver. L'idée d'Amapola, de cet outil d'optimisation d'Amapola, ça va être justement de rendre les choses plus rapides et peut-être aussi d'explorer de manière d'explorer de manière un petit peu plus large le champ des possibles. C'est-à-dire que quand on fait l'optimisation, comme on sait que ça va nous coûter du temps de tester les différentes combinaisons, du coup, on a quelques chemins de conception habituels qu'on va tester. Voilà, on va faire une dizaine ou une quinzaine de variantes et pas plus. Alors que du coup, comme on vient de le voir avec la présentation de Maxime, avec Amapola, on va avoir la possibilité d'explorer de manière beaucoup plus large différentes possibilités. Et on a derrière l'algorithme qui, lui, va nous guider du coup, pour dire quelles sont les meilleures de ces solutions. Donc, c'est vraiment la question de l'exhaustivité du coup, de ce qu'on va rechercher, et de la qualité finalement à la fin de l'étude que vous allez rendre. Donc voilà, ça, on est toujours un peu dans le contexte d'utilisation. Et maintenant, du coup, je vais vous montrer du coup concrètement comment ça se passe au niveau de cette optimisation. Alors, donc à partir d'une saisie qui est votre saisie classique, alors ici, encore une fois, vous voyez, je suis passé dans PA d'éditeur, c'est-à-dire que ces calculs-là sont disponibles dans la partie éditeur et dans l'interface éditeur, et non pas dans l'interface modeleur. Et donc, à partir de votre saisie habituelle, hein, votre projet, saisie en STD qu'on retrouve ici ou en RT,
euh, on va accéder ici dans Amapola à deux optimisations possibles. Alors, on s'est optimisé sur des critères qui vont être des résultats de simulation ou des critères qui vont être des résultats de calcul réglementaire. Après 2012, on a commencé à intégrer aussi les critères RE 2020. On va voir qu'on peut éventuellement avoir un mix des deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir des objectifs en STD et puis bloquer sur des vérifier aussi la conformité réglementaire en parallèle. Alors, d'abord, comment faire pour donner au logiciel, enfin, pour décrire au logiciel quelles sont les pistes à explorer, donc quels sont les paramètres qu'on va ouvrir et à l'intérieur desquels le logiciel va chercher les meilleures solutions. Vous savez, c'est les gènes, en fait, et quels sont les allèles qu'on va donner, hein, pour revenir sur ce qu'a dit Maxime à l'instant. Donc, pour ça, vous allez aller ici. Alors, je commence par une optimisation STD. Je suis dans paramètres d'optimisation. Et donc, vous voyez ici, vous avez les différents éléments qui peuvent faire l'objet d'une variation paramétrique. Donc, vous allez avoir les matériaux et éléments, la taille des menuiseries, etc. On va y revenir juste après. Donc, premier exemple, ça va être ici sur une composition, alors une ligne d'une des compositions. Alors là, c'est la composition de la toiture, par exemple. J'avais une toiture inclinée, isolée avec 30 cm de ouate de cellulose initialement. Et voilà, on va dire, ben, OK, j'active la variation sur ce paramètre-là et je vais tester plusieurs cas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par exemple. Et donc, pour chaque cas, je vais être amené à décrire une nouvelle épaisseur. Alors, mettons, je pars de 20. Et alors, comme la plupart du temps, un des critères des objectifs de l'optimisation, ça va être d'avoir la solution la moins chère possible, le logiciel va vous demander un coût. Donc là, il y avait un coût initial qui avait été saisi à 18 € du mètre carré pour 30 cm de ouate de cellulose soufflée. Il va vous falloir donner les nouveaux coûts pour chacune des variables des variantes que vous allez tester. Donc, si je mets 20, 25, voilà, j'ai mis un petit bouton ici qui permet de remplir automatiquement avec le même pas de variation. Vous voyez, donc là, je fais une variation de 20 à 50 cm tous les 5 cm. Il faudrait que j'ai les notions de coût ici. Alors, il n'y a pas de bibliothèque de coût encore dans Pléiade. Hein. Là, ça va être à vous de faire le travail d'aller chercher ces hypothèses de coût, alors dans des bases de prix, etc. On a commencé un peu à travailler là, juste cet été, sur des bases de prix. Il fallait que tu valides un peu Le, que tu le, approuves sa présentation. voilà. Le travail est un travail qui doit être fait plutôt en interne. On verra si éventuellement les choses sur lesquelles on a commencé à travailler peuvent être partagées aussi. Voilà, là, je vous ai mis juste pour voilà, un travail qui est fait à l'extérieur du logiciel finalement. On a constitué comme ça une petite base de prix toute simple. Vous voyez, c'est proportionnel à l'épaisseur. On va dire, OK, plus on augmente mon épaisseur d'isolant, plus je vais avoir un coût en euros du mètre carré qui va augmenter. Donc ça, vous voyez, je peux faire un copier ici depuis cette sortie-là. Je le colle ici et je récupère mes hypothèses de prix. Voilà. Donc là où il y a une attention particulière à avoir sur ces hypothèses-là, parce qu'elles vont très fortement conditionner, bien sûr, le résultat en termes d'objectifs de coût. Et donc ça, vous voyez, vous pouvez le faire pour plusieurs éléments. Donc là, j'ai mis pour l'isolant de la toiture. La même chose a été faite pour l'isolant au niveau de la toiture terrasse. Vous voyez, il y avait des parties en toiture terrasse. On avait un mur voilà, isolé initialement avec 15 cm de laine de verre, voilà, 25 € du mètre carré. Ben, il y a d'autres combinaisons qui ont été testées, 20, 25, avec à chaque fois le prix qui va évoluer. Et voilà, tout ça va constituer, en fait, va contribuer à constituer un coût global du bâtiment. C'est-à-dire que vous voyez que pour chaque composition, j'ai le coût de la composition, enfin de l'isolant et des différentes variantes qui vont être testées. Et puis j'ai un coût total aussi de la composition. Alors là, on avait dit que le coût de la toiture, c'était, je ne sais plus combien, mettons 120 € du mètre carré, c'est peut-être un petit peu beaucoup, 70. Et donc à chaque fois, pour chaque nouvelle variante où il va tester un nouveau paramètre, le logiciel va remplacer du coup dans le coût global de la composition le coût de l'isolant initial par le coût de l'isolant qu'il est en train de tester. Et donc comme ça, on constitue en fait un coût total du bâtiment. Ici, vous voyez, où on vient ajouter les coûts de chaque composition, par exemple. On pourrait faire la même chose pour les menuiseries, pour d'autres éléments. Et ça, en faisant la somme, donc on va multiplier la quantité, hein, la surface de chaque composition par un coût unitaire. Ça donne un coût, vous voyez, là, il y a 20 000 € de toiture, par exemple, ici, 13 000 € de terrasse, etc., etc. Et donc, chaque variante, chaque fois qu'il aura changé un isolant, une épaisseur d'isolant, il va corriger ce coût, et chaque variante aura son propre coût total. Alors, pour arriver vraiment, alors évidemment, on ne va pas pouvoir décrire tout le coût du bâtiment seulement avec les compositions qui viennent de votre étude thermique. Donc, vous avez ici deux petits champs qui vous permettent de compléter en plus
avec des coûts un peu complémentaires. Alors, par exemple, le coût du système énergétique, voilà, donc là, on avait considéré que les 8 poêles à bois plus chauffe-eau solaire, voilà, ça représentait 85 600 euros. Et puis après, on a mis un gros paquet voilà, un gros montant invariant qui va constituer en fait tout le reste, quoi. C'est-à-dire tout le reste qui permet d'arriver au coût total de l'opération. Voilà, dans ce cas-là, 800, à peu près 850 000 euros, soit 1200 euros du mètre carré, c'était peut-être un petit peu plus, mais voilà, ça donne une vision un peu globale du budget global. Et donc, à partir de ce prix qui est en fait le prix initial, à chaque fois qu'il y aura un paramètre de variable, bah, du coup, le prix global sera recalculé. Voilà, ça c'est pour la variabilité, donc à la fois sur la performance thermique, ici l'épaisseur d'isolant et le prix, qu'on peut faire donc pour les compositions du projet. Alors on peut aussi travailler à changer complètement de mode constructif, c'est-à-dire que là je suis sur un mode constructif donné et je change l'épaisseur d'un isolant. Là je peux changer complètement le mode constructif, c'est-à-dire que je pars d'un mode constructif initial, j'ai un mur isolé par l'intérieur, voilà, qui coûte 105 euros du mètre carré, avec une série de ponts thermiques qui lui sont associés. Bah, je vais dire, bah, là, moi, j'ai envie de tester un remplacement complet toutes ces compositions-là, mur intérieur, par une nouvelle composition. Voilà, par ici, un mur extérieur isolé de type ossature bois, voilà, qui a un nouveau coût et auquel j'associe des nouveaux ponts thermiques, parce que du coup, comme je change de mode constructif, j'ai des ponts thermiques qui vont être différents. Donc là, il y avait un remplacement total qui va être testé. Et on avait testé aussi d'autres solutions ici, notamment isolation thermique par l'extérieur, voilà, avec une nouvelle série de ponts thermiques. Donc à chaque fois, vous redonnez les coûts. Et à l'intérieur de de vos nouveaux modes constructifs, vous allez retrouver, quand vous les décrivez là, vous les retrouvez dans votre liste ici. Et vous voyez, mon mur est isolé par l'extérieur. Je peux aussi tester plusieurs épaisseurs d'isolant sur celui-là. Donc là, on ouvre vraiment complètement le champ des possibles sur plusieurs modes constructifs et plusieurs épaisseurs d'isolant à l'intérieur de chacun de ces modes constructifs. Voilà, on aurait pu faire varier la taille des menuiseries, ça n'a pas été fait ici. On aurait pu faire varier les caractéristiques aussi des menuiseries, donc changer de menuiserie avec une menuiserie qui aurait un coefficient U différent, un facteur solaire différent. On l'a vu tout à l'heure sur le graphique qu'a montré Maxime, double vitrage, triple vitrage, vitrage paréto-dynamique, pourquoi pas. Au niveau des systèmes photovoltaïques, des éclairages. Alors là, il y avait une petite étude qui avait été faite sur les masques intégrés, parce qu'à un moment donné, dans notre rapport d'STD au départ, on avait essayé de travailler avec l'architecte sur la profondeur des casquettes. Donc là, on l'a refait. Voilà, le masque intégré 6, vous voyez, donc le masque intégré, je l'ai préparé ici. Voilà, c'est là. Le masque intégré 6, c'est une casquette, en fait, ici, qui est utilisée dans plusieurs menuiseries du bâtiment. Initialement, elle avait un débord supérieur de 40 cm. Et bien là, voilà, on a fait un test avec 0,4, 0,7 et 1 mètre de profondeur. Voilà, donc ça, ce sera pour la variation, enfin, les paramètres variables qui vont être utilisés dans l'optimisation, donc sur la partie enveloppe. Et ensuite, on va avoir les optimisations sur les systèmes. Voilà, donc au niveau des systèmes, le principe, ça va être en fait pour vous, alors je vais l'afficher comme ça va être pour vous de redécrire différentes configurations de systèmes énergétiques. Donc vous avez le système initial qui apparaît ici, celui qui était simulé dans la variante sur laquelle vous êtes appuyé. Donc là, on a les chauffe-eau solaires par appartement et le poêle à bois par logement, exactement, avec les émetteurs associés. Et en fait, là, l'idée, ça va être à chaque fois de faire ici, voilà, je fais plus et je crée un nouveau. J'ai mon arborescence ici STD qui apparaît avec les équipements à l'intérieur. Et en fait, ici, en cliquant sur le petit bouton plus ou en faisant copier depuis, je recopie cette description-là et je crée de nouveaux systèmes, en fait. Je remplace. Et donc là, vous voyez, dans ce cas-là, il y a quatre autres systèmes qui ont été testés, rendus possibles dans la recherche qui va être faite. Donc, on a la même chose, mais avec la chaudière gaz. J'ai ici une petite chaudière gaz mixte qui va couvrir les besoins de chauffage et eau chaude pour chaque logement. Ici, toujours le poêle à bois, mais cette fois-ci avec un chauffe-eau thermodynamique plutôt que le chauffe-eau solaire. Et puis là, il y avait la fameuse piste qui consistait à mutualiser éventuellement le chauffe-eau solaire, qui allait alimenter les deux émetteurs de chauffage. Quand on le regarde comme ça, on voit que chacun alimente les émetteurs d'eau chaude plutôt de deux appartements. Voilà, donc à chaque fois, vous avez peut-être remarqué qu'à chaque fois, du coup, on décrit du coup l'équipement. Ici, pour renseigner ses caractéristiques thermiques, on doit donner un coût
ce nouveau système, hein, pour que ça puisse alimenter la recherche d'objectifs investissement. Et puis, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez déjà en STD, mais vous savez que la STD est capable de calculer aussi un coût d'exploitation. Donc, on peut, pour chacune des variantes ici, tester sur les systèmes, on va pouvoir activer ici le calcul du coût d'exploitation et mettre en face du coût de chaque vecteur énergétique un tarif énergétique. Donc, un tarif, c'est un coût du kilowattheure et un coût d'abonnement éventuel. Bon, là, sur les granulés, il n'y a pas d'abonnement, donc un coût du kilowattheure. Et puis, un éventuel coût d'entretien. Voilà, donc là, on a mis 1 000 € par an, voilà, pour entretenir les 8 poêles à granulés plus 8 chauffe-eau solaires. Voilà, quelque chose ici pour du gaz, voilà, un tarif gaz et un coût d'entretien, etc., etc. Donc ça permettra d'avoir une approche, du coup, après, d'avoir dans les résultats qui pourront faire l'objet d'une optimisation, le coût d'exploitation du projet. Voilà, ce calcul de coût d'exploitation, il est disponible en STD aussi pour ceux qui ne l'utilisent pas encore. Voilà, donc une fois que vous avez ouvert comme ça, vous avez décrit du coup votre champ d'exploration, vous allez lancer le calcul. Voilà, là, ça se passe ici, dans calcul, donc je suis dans le petit STD, calcul. Alors, vous voyez, avec le nombre de combinaisons qu'on a ouvert, donc on a mis 8K ou 7K d'isolation du toit, 4 systèmes énergétiques, 3 ou 4K de longueur de la protection solaire, etc., etc. En fait, tous ces cas se multiplient. Et en fait, là, dans cette simulation-là, il y a 500 000, vous voyez, 544 000 combinaisons possibles. Donc, toute l'intelligence là de l'algorithme génétique, ça va être justement de ne pas faire les 500 000 simulations, sinon ça durerait une éternité, mais de travailler donc sur cette notion de génération et d'individus, qu'a présenté Maxime tout à l'heure. Donc là, le réglage de base, c'est d'avoir 20 individus, c'est-à-dire qu'il va prendre dans ces 500 000 20 solutions au hasard au début, il va les évaluer, et puis il va garder les meilleures, rajouter les croiser entre elles, rajouter de nouveaux gènes, hein, de nouveaux paramètres à tester, et puis le faire sur, a priori, ici, 16 générations. Donc, en 320 simulations, on devrait accéder normalement à un front de Pareto intéressant et avoir une vision du coup des résultats les plus efficaces. Et donc, pour faire cette sélection, il faut lui donner des objectifs pour qu'il puisse faire cette sélection. Donc là, on a le parti qui avait été pris ici, c'est une optimisation, donc 2 objectifs. Avec l'investissement, c'est classique, hein, celui-là, vous le mettrez quasiment à tous les coups parce que c'est toujours le nerf de la guerre dans l'optimisation. Et puis après, vous voyez ce qu'il y a en STD, ce qu'il y a comme objectif disponible, autre. Vous avez les besoins de chaud, les besoins de froid. Alors, l'issue des consommations, ça peut être soit les consommations directement. Donc là, en énergie finale, on pourrait mettre des coefficients ici pour revenir à d'énergie primaire, mettre des coefficients pour aller sur des émissions de CO2 de chaque poste énergétique. Voilà, bon, là, c'est seulement les consos en énergie finale. On pourrait avoir comme objectif aussi un nombre d'heures d'inconfort et éventuellement aller jusqu'au coût d'exploitation. Voilà, on peut éventuellement rajouter un 3e critère, je ne vais pas le faire ici. Donc, vous voyez, ça va être les objectifs qui vont lui permettre de sélectionner les meilleures variantes à chaque génération. Et on peut contraindre en plus, donc là, vraiment des objectifs STD, donc on est dans le petit STD. Vous voyez qu'on peut contraindre en plus des niveaux, un niveau réglementaire. On peut dire, par exemple, je veux retenir que des variantes qui sont conformes à la RT 2012, ou qui sont conformes à, alors c'était au sens d'énergie carbone, à énergie 1, énergie 2, énergie 3, etc. Éventuellement, je peux dire avec une marge, RT 2012, moins 20% par exemple, chez COP. Voilà. On peut éventuellement ajouter d'autres contraintes aussi, qui serviront soit à éliminer des variantes qui ne respectent pas la contrainte. Par exemple, on peut dire, j'élimine toutes les contraintes qui ont un taux d'inconfort qui serait supérieur, je sais pas, à 10% par exemple. Je vais éliminer ces contraintes. Donc là, les contraintes supplémentaires permettent d'éliminer aussi. Elles permettent éventuellement, si vous mettez un paramètre très élevé, le taux d'inconfort doit être inférieur à 100%. Bon, il sera toujours inférieur à 100%. Du coup, ça va vous permettre juste de loguer le résultat pour chacune des variantes qui va être calculée. Voilà, sans forcément que ce soit une contrainte, ça permettra juste d'obtenir le résultat en plus dans vos sorties. Voilà, donc là, je ne lance pas ici le calcul, parce qu'encore une fois, comme c'est un calcul qui va faire intervenir un grand nombre de simulations, c'est un calcul qui peut être long sur vos postes. Donc là, 320 simulations, il va faire des générations donc, de 20 individus, donc ça veut dire qu'il va lancer
selon le nombre de cœurs que vous avez disponible sur votre machine, si vous avez un processeur avec 8 cœurs, par exemple, il va lancer, normalement c'est 8-1, donc les 7 premiers individus, il va les évaluer en STD, voilà, jusqu'à arriver à la première génération, et ainsi de suite. Donc on va être lancé par paquet de 20. On a la possibilité d'avoir un calcul aussi déporté, un calcul dans le cloud, qui permet de déporter ces calculs et de les faire plus rapidement si nécessaire. Voilà. Donc, au niveau des résultats, il y a le front de Pareto ici. Alors, on était déjà sur les résultats autres, mais ici, voilà, vous avez le front de Pareto, c'est exactement ce qu'a montré Maxime à l'instant sur sa présentation. Donc, vous retrouvez ça dans vos résultats une fois que ça a tourné. Donc là, on retrouve du coup le front ici qui est ici en investissement, ici en abscisse et en consommation en ordonnée. Et puis, on va pouvoir faire cette fameuse analyse de si j'ai 870 000 euros à investir, je sais que la meilleure solution, c'est celle-là. Voilà, donc, on peut retrouver là, chacune des solutions ici dans le tableau au-dessus. Vous avez à la fois les résultats. Donc, si je coche ici une variante, voilà, on voit où est-ce qu'elle apparaît ici. Donc, je suis par voilà. On peut retrouver chacune des variantes ici dans le tableau. Et puis, pour chacune des variantes, vous avez le résultat en investissement, le résultat en consommation, et puis surtout, quels sont les paramètres qui ont été retenus, c'est-à-dire quels sont les paramètres de conception qui ont été jugés les plus efficaces. Et donc là, ce qu'on observe par exemple sur cette série de simulations, c'est que les premières solutions les moins chères, par exemple, ça s'est joué pas mal sur le système énergétique. Donc vous voyez, les solutions les moins chères au début sont sur du gaz, et puis au bout d'un moment, quand on cherche à aller vers plus de performance, il faut passer au poêle à granuler. Le poêle bois ECS partagé est une solution qui est favorable en investissement parce qu'elle mutualise et qui permet d'aller vers les solutions les plus efficaces. Après, en termes de système constructif aussi, on observe qu'on a au début des solutions isolation par l'intérieur. Et puis, quand on cherche à aller vers les solutions les plus performantes, on passe à mur ossature bois ou isolation thermique par l'extérieur. Et à l'intérieur, ensuite, le détail, après, se joue sur des épaisseurs d'isolant. Vous voyez, à chaque fois où, voilà, quand on bascule d'une catégorie à l'autre, on améliore petit à petit les épaisseurs d'isolant pour progresser. Voilà, on aurait pu... vous voyez, il y a une solution un peu centrale qui est par ici, là. C'était la variante, j'avais noté par 24-25, voilà, qui sont ici vers le milieu. À 870 000 euros, c'est en gros le passage entre ITI, c'est les dernières variantes en ITI, et après on passe à mur ossature bois. Donc vous voyez, on voit le gap ici d'investissement pour passer à mur ossature bois, par exemple. Voilà. On aurait pu analyser la même chose en coût d'exploitation. Donc on avait fait aussi la simulation avec comme objectif non pas investissement, mais coût d'exploitation. À ce moment-là, on voit qu'on discrimine de manière un peu plus forte du coup les solutions entre les solutions au gaz. Vous voyez ici, on a 4 ou 5 variantes ici qui sont au gaz, ce sont les premières qui sont là, qui sont un petit peu plus chères à l'exploitation. Et on voit très bien que les solutions poêle à granulés apparaissent plus rapidement parce que du coup, le bois est une énergie qui est peu chère au kilowattheure. Et du coup, elle ressort assez rapidement. Voilà, donc ça, c'est une manière d'analyser ce front de Pareto. Pour compléter, là, on est sur seulement 2 objectifs, investissement, coût d'exploitation. Ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir, on pourrait faire l'analyse en coût global, c'est-à-dire qu'il faudrait ajouter l'investissement plus 20 années d'exploitation, par exemple. Ça permettrait d'avoir finalement un critère unique pour analyser aussi. On pourrait tout à fait rajouter aussi comme objectif le confort, ce qui permettrait de discriminer aussi, je pense, les solutions entre isolation par l'intérieur, mur ossature bois, isolation thermique par l'extérieur. Ça aurait pu être une approche complémentaire. Voilà, donc ça c'est pour un résultat STD. Alors ce que j'ai pas dit aussi, c'est que ici, chacune des variantes, quand vous la sélectionnez ici, vous pouvez ouvrir cette variante. Là, vous allez ouvrir dans votre éditeur la variante Pléiade qui contient les paramètres qui ont été sélectionnés ici dans le tableau. Et vous pouvez dire, voilà, je repars de celle-là, et puis c'est celle-là qui va constituer ma variante étudiée ou ma variante projet. Ensuite, je voulais vous faire voir, alors plus rapidement, hein, sans rentrer autant dans le détail, mais le principe est assez similaire. On peut faire de l'optimisation, mais cette fois-ci plutôt sur une optimisation au moteur RT. Le paramétrage ici est tout à fait identique, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes éléments, on va retrouver la même pratique finalement.
La seule différence, c'est que au niveau du lancement de calcul, les objectifs, cette fois-ci, RT, sont disponibles. Et donc, plutôt que d'avoir des besoins, des consos issus de la CD, vous allez retrouver vos indicateurs BBIO, CEP, bilan des postes, etc. Et y compris, d'ailleurs, les indicateurs d'impact sur le changement climatique qui étaient liés. Donc, en RT 2012, on avait des impacts qui étaient ceux issus de l'expérimentation plus c'est moins. Et bah, comme vous le savez, on a commencé là, vous ne le savez peut-être pas, mais on a mis en route aussi l'Aéro 2020 maintenant dans le PF, donc le calcul énergie est disponible là, depuis quelques jours. On est en train de travailler à mettre en route le calcul carbone également, selon l'Aéro 2020. Donc vous aurez aussi dans vos objectifs les nouveaux indicateurs Aéro 2020 énergie, BBIO, CEP, CEPNR, IC énergie, le nouvel indicateur de conformité d'été degré R, et puis il y aura le IC composant, qui est le résultat carbone Aéro 2020. Donc, juste pour vous montrer un exemple d'analyse de ce type-là, c'était une analyse qu'on avait ici. Voilà. Je vous montre quand même comment c'est fait, comment c'est paramétré. Quand on veut avoir cette approche à la fois énergie et carbone, il y a une petite saisie complémentaire à faire, c'est qu'il faut indiquer du coup, quand vous allez faire votre paramétrage des variantes, alors je regardais ici par exemple sur un mur, une sorte d'optimisation, peut-être pour voir quelque chose. Voilà, quand je viens, vous voyez, là je testais 2 épaisseurs d'isolant sur ce mur-là. Donc je change l'épaisseur, je change le prix, mais il va falloir aussi que je change la donnée environnementale, l'impact carbone de ma variante, de ma variable. Donc un mur isolé avec 12 cm de polystyrène, ça correspond à une certaine fiche dans la base Ignace. Donc là, c'est la fiche qui s'appelle Placomur Performance 13 plus 100. Ça, c'est issu de la base Ignace. Ici, on a choisi la fiche suivante à 140. Donc là, vos recherches aussi de solutions optimales vont être un peu contraintes parfois par la disponibilité des données environnementales. Voilà. Là, on avait la même chose aussi sur le système photovoltaïque qui, petit à petit, voilà, avec et sans, et donc à chaque fois, il faut mettre une donnée environnementale associée. Au niveau de la sortie, du coup, quand on est comme ça sur une simulation qui a un triple objectif, hein, l'objectif qui avait été donné au niveau du calcul, c'était donc investissement EGES PCE, donc les impacts carbone des composants, et le bilan BPOS, le bilan énergétique. Ça peut plus se présenter avec un front de Pareto, qu'il faudrait voir, il faudrait le faire en 3D, mais ce serait pas facile à représenter. Et du coup, on utilise un graphique qui s'appelle des coordonnées parallèles. Et alors là, l'idée, c'est que vous avez ici, vos objectifs qui apparaissent sur les trois premiers axes ici. Alors, vu comme ça paraît complètement illisible. Alors, en fait, il faut juste se poser un petit moment pour regarder. Donc, vous avez vos objectifs ici avec les résultats atteints par les différentes variantes. En fait, chaque variante calculée et chaque variante non dominée finalement, enfin, chaque variante optimale est représentée par une des lignes en fait qui parcourt ces graphiques-là. Donc là, vous avez vos objectifs et puis vous avez ici les différents paramètres qui ont été testés. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, bah, je cherche à obtenir, par exemple, voilà, un bilan BPOS très performant. Donc je cherche, par exemple, à être énergie 3. Là, je ne suis sûrement pas énergie 1. Voilà, je cherche à être énergie 3. Bah, dans ce cas-là, vous voyez, hop, ça me sélectionne un certain nombre de chemins de conception. Je sais que mon investissement, bah, quelque part, il sera ici entre 1500 et 1500, 1600 euros du mètre carré. En termes d'émissions EGS PCE, je serai entre 910 et 950. Et puis pour y arriver, bah, j'ai différentes possibilités qui vont être mettre 90 mm d'isolant ici. Là, j'ai plusieurs possibilités sur cette fiche-là. Par contre, il faudra que je mette voilà, 2 fois 15 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, par exemple, si je veux être à ce niveau de performance énergie. Voilà. Après, j'ai encore d'autres possibilités. Après, je peux affiner éventuellement en disant je vais chercher les solutions les moins chères, par exemple, ici. Voilà. Donc, là, je voudrais que ça réduit encore le nombre de possibilités. Voilà. Ensuite, si mon objectif, c'est pas d'être énergie 3, mais c'est d'être par exemple énergie 2, ici, alors je n'ai pas en tête exactement les critères, mais voilà, j'ai d'autres solutions. Si je suis un peu moins ambitieux sur l'énergie, voilà, j'ai d'autres solutions ici qui sont forcément moins chères. Je n'ai pas besoin de mettre du photovoltaïque dans ces solutions-là. Et voilà, après, je peux aussi de nouveau chercher ici les solutions encore les moins chères. Et là, ça me donne les variables données. Voilà. Donc ça, c'est les résultats qui sont disponibles dans ce type d'optimisation, 3 objectifs. Voilà pour cette partie démo.
Euh, je n'ai pas regardé du coup s'il y a eu des questions, s'il y a eu des... Je vais apporter quelques réponses déjà, Maxime. Mais... Oui, globalement, oui, il y avait trois grands types de questions. Alors peut-être là, tu pourras peut-être répondre par rapport à ce projet-là. C'est une question sur votre expérience, combien de temps prend toute la paramétrisation par rapport à la saisie d'un projet? Alors, le temps, je pense que par rapport à la saisie, c'est pas un temps qui est très important. Finalement, on passe en revue, on va passer en revue les compositions déjà existantes dans le projet et et les, les faire varier, enfin, introduire les différents paramètres possibles. Il y a peut-être un temps quand même un peu incompressible à prévoir, c'est tout le travail sur le coût d'investissement qu'il faut prévoir, qui peut être un petit peu chronophage au début, mais il faut le voir comme un travail qui va être capitalisé, quoi. C'est-à-dire que voilà, quand vous allez accumuler au fur et à mesure de vos travaux sur ce sujet-là, une base de prix que vous pourrez réutiliser d'un projet sur l'autre. Après, je dirais que enfin, si je prends l'exemple de l'étude que j'ai fait voir au tout début là, de la présentation, la recherche, c'est-à-dire le fait j'avais saisi le bâtiment la configuration initiale proposée par l'architecte. J'ai fait à la main une nouvelle saisie, donc j'ai changé toute les bibliothèques pour faire un mur ossature bois, j'ai fait toutes les bibliothèques pour refaire un, un mur isolé par l'extérieur. J'ai ressaisi une fois les systèmes pour passer de poêle à bois à chaudière gaz, à chauffe-eau thermodynamique, etc. Donc ce paramétrage-là des variantes à tester, de toute façon, on le fait quoi, dans les études. Là où on va gagner du temps, c'est que, par exemple, j'aurais jamais fait à la main toutes les variantes d'enveloppe croisées avec toutes les variantes de système, par exemple. Généralement, on sépare les choses quoi, quand on fait une étude. On regarde d'abord l'enveloppe, et puis après, sur une enveloppe donnée, on étudie plusieurs systèmes. Là, l'intérêt, c'est que du coup, on paramètre tout une fois, et puis le logiciel cherche là-dedans les solutions les plus efficaces. Alors ensuite, il y avait une deuxième question, c'était sur la possibilité de garder la saisie de toutes les rentes dans Amapola pour l'appliquer à notre projet. Ça, pour l'instant, j'ai répondu que ce n'était pas possible de pouvoir garder cette saisie. Il va falloir à chaque fois, pour un nouveau projet, de refaire une nouvelle saisie de paramétrisation. Et une troisième question était sur la possibilité de faire varier la perméabilité à l'air pour une optimisation RT. Comme ça, pour le donner, je dis que dans la version actuelle, d'utiliser tout ce qui est système de ventilation, mais également de tout ce qui est sujet lié à la perméabilité à l'air. Oui, c'est pas possible, hein, c'est ça. Hein, oui, c'est ça, oui. Ouais, ouais. Non, pas dans la version actuelle, malheureusement. Donc, ce serait un sujet intéressant à faire varier. Tout à fait. Et même dans la question de la paramétrisation, tu as montré rapidement avec le fait d'utiliser des tableurs Excel. On peut déjà en fait tout paramétrer en amont dans un tableur Excel qui résume toutes les épaisseurs qu'on a testées, les prix qu'on veut garder, et après faire juste des copier-coller dans l'interface pour accélérer la saisie. Oui. Nous, on a commencé à travailler là cet été avec un collaborateur là, sur une base de prix en fait alimentée depuis. Alors, je crois qu'on a fait un petit mix entre Batitel et Batiprix. Voilà, avec une récupération du coup de ces bases de prix et puis essayer de les transformer pour les rendre facilement récupérables pour une analyse à Amapola. Donc il y a un petit outil Excel sur lequel on a commencé à travailler nous. Bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas diffuser bien sûr parce que c'est des prix du coup qui sont issus de bases et qui sont payantes. Mais bon, la réflexion là commence tout juste, mais j'aimerais bien qu'on pousse un peu cette réflexion jusqu'à au moins une des idées peut-être que j'aurais, ce serait de pouvoir fournir à nos utilisateurs une structure en fait une structure de fichiers qui leur permettrait de remplir de leur côté les infos de prix qu'ils ont et puis que ça transformerait ça un peu plus facilement en des catalogues de paramètres qui pourraient être après récupérés facilement dans Amapola. Voilà, donc ça c'est encore un petit peu en réflexion pour améliorer un peu cette fluidité la fluidité du coup entre ces bases de prix qu'on peut avoir les uns et les autres et puis le logiciel.
Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ouais, n'hésitez pas. Dans le chat ou aussi bien à l'oral, hein, pas de souci. Ouais. Bon. Ouais, le prix des énergies, est dispo. Il y a une base de prix d'énergie aussi dans le logiciel. Pour le coup, celle-là, elle existe déjà. Je vais vous la montrer. Sauf que là, bien sûr, nous aussi, on s'est pas astreint à maintenir la base de prix à jour en permanence, quoi, parce que ça serait trop chronophage, je pense. Par contre, là, pour le coup, il y a une base de prix qui existe ici, avec des prix d'électricité, des prix de gaz, alors qui sont un peu, voilà, oui, ça date de 2017. Par contre, on a la possibilité, je crois bien, si je me souviens bien, on peut importer éventuellement un prix aussi depuis l'extérieur, si nécessaire. Alors, est-ce que l'outil est intéressant pour des gros projets ou en maison individuelle? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de règles, en fait, hein. Enfin, le paramétrage en maison individuelle sera pas forcément plus long, ou voilà, ce sera un peu ce sera effectivement un peu le même travail. Après, ça va être plus une question de temps disponible pour faire l'étude, quoi, et puis d'honoraires, quoi. C'est vrai que sur une petite maison, on est souvent plus contraint on est souvent plus contraint par le temps. Et puis, alors que ce soit alors, c'est rare qu'on fasse de la STD sur la maison individuelle, même si ça peut arriver de temps en temps. Sinon, en RT, c'est vrai que du coup, on a souvent, pour la maison individuelle, enfin, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on a des chemins un peu de conception habituels, quoi, voilà, on sait qu'en mettant tel mode constructif et tel système, ça passe, c'est réglementaire. Et puis bon, voilà, il y a deux ou trois solutions, il y en a une qui est un peu moins chère, l'autre un peu plus chère, voilà, on a quelques habitudes. Je pense que, enfin, la méthode peut très bien s'appliquer à un calcul sur une maison individuelle. À la limite, moi, je trouve presque que l'arrivée là de la RE 2020 va un peu rebattre les cartes, quoi, finalement, sur ce sujet-là de coûts, performance. Et donc, ça va être intéressant, je pense, au début. Ça pourrait être un bon exercice au début, justement, pour vous refaire un peu une habitude et revoir un peu la sensibilité de ces nouveaux paramètres. De travailler un peu au début sur un Amapola, justement, pour voir un peu comment réagissent ces indicateurs quand on fait varier voilà, les épaisseurs d'isolant, les systèmes, parce que du coup, voilà, en Aéro 2020, on a un BBO qui est beaucoup plus sévère à respecter. On a des équilibres qui sont changés aussi au niveau des systèmes énergétiques, et comme vous le savez, avec le nouvel indicateur IC énergie qui élimine notamment le gaz en maison individuelle. Voilà. Donc, je pense que ça peut être intéressant en maison individuelle, au moins au début pour explorer, notamment là avec les nouvelles contraintes Aéro 2020. Après, c'est à voir plus en fonction du temps que vous avez à disposition pour faire vos études. Après, une dernière question sur la possibilité d'ouvrir en mode participatif la base de coûts. Oui, c'est une idée. C'est une idée, effectivement. C'est quelque chose dont on avait parlé, dont on a parlé déjà chez Izuba Energy. Après, on n'a pas encore le moyen technique de le faire, mais c'est une très bonne idée. Il il faut y réfléchir, il faut s'organiser, soit vous vous organisez entre vous, utilisateurs, sur le forum, soit on peut, de notre côté, essayer d'y travailler un peu et de vous mettre à disposition un outil qui vous permettrait de le faire. Là, j'ai pas d'idée là comme ça sous la main, mais enfin, toute faite en tout cas sur la solution technique, mais l'idée est intéressante. Ouais. Après, sur les bases de prix, notamment les prix de construction, enfin, voilà, vous dites voilà, que chacun peut apporter des éléments, les justifier, etc. Après, il y a souvent des problématiques
très local aussi, c'est-à-dire qu'un prix qui est valable en région parisienne ne sera pas valable voilà, dans telle ou telle région, et des régions qui sont plus ou moins tendues. Voilà. Mais bon, éventuellement, ça peut être une première base, quoi, pourquoi pas. Et pareil pour les tarifs énergétiques. Pour le coup, ça pourrait tout à fait être quelque chose de participatif, de commun. Ça pourrait tout à fait être intéressant de mutualiser sur cet aspect-là. Je renote la suggestion. D'autres questions? Bon, sinon il est midi. Voilà, s'il vous reste une question ou deux, n'hésitez pas à les poser encore. Sinon, bon, il est midi, donc on pourra arrêter. Sinon, hein, vous avez toujours, donc, comme j'ai dit hier, là, pour ceux qui participent au webinaire Amapola sur la GPE, n'hésitez pas, si vous avez envie de tester du coup la fonctionnalité, à nous solliciter via, bon, on va vous renvoyer un mail là, suite à la présentation. N'hésitez pas à nous solliciter pour une version démo. On fait des versions de démo facilement là, sur 15 jours renouvelables facilement. On vous enverra à l'issue de la présentation, à l'issue du webinaire, du coup, la présentation de Maxime, de l'introduction, et puis voilà, on fera un petit topo aussi, un petit bilan des questions-réponses. Le webinaire va être mis en ligne aussi, si vous avez éventuellement des collègues ou des confrères qui auraient été intéressés mais qui n'ont pas pu participer, voilà, on va tout mettre en ligne, comme ça permet à tous d'y avoir accès. Et puis voilà, n'hésitez pas du coup à tester et à nous faire des retours si besoin. Merci. Merci à Maxime pour ta participation à ce webinaire. Voilà, c'était bien. Merci à tous. Une bonne journée à tous. Allez, au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.